Ou 1944, France. Le haut commandement allemand observait avec une panique croissante la troisième armée de Patton déchirer la campagne. Les villes tombaient quotidiennement. Des divisions entières étaient encerclées. L'avancée américaine implacable menaçait de faire s'effondrer toute la ligne défensive allemande. Ils prirent une décision désespérée. Déployer les Tigres, 72 des chars lourds les plus redoutés d'Allemagne, presque impénétrables, équipés du canon le plus puissant de tous les chars de la guerre, furent précipités directement sur le chemin de Patton. Chaque Tigre pouvait détruire plusieurs Sherman américains avant d'être endommagés. Sur le papier, ils auraient dû arrêter Patton net. Ce qui s'est passé à la place est devenu une étude de cas sur la façon dont les tactiques, la coordination et la vitesse peuvent détruire une technologie supérieure. Lorsque la bataille fut terminée, moins de 10 Tigres avaient survécu. Les autres furent détruits, abandonnés ou capturés. Et l'avancée de Patton ne ralentit même jamais. Voici l'histoire de comment la détermination américaine et des tactiques supérieures ont brisé l'armure d'élite de l'Allemagne, et pourquoi le mythe des Tigres invincibles est mort dans la campagne française. Si vous voulez voir comment Patton a détruit les meilleures armes de l'Allemagne, abonnez-vous maintenant. D'abord, vous devez comprendre ce qui rendait le char Panzer VI si redouté. Le Panzer VI Tigre était un monstre. 56 tonnes d'acier, un blindage si épais que la plupart des armes anti-chars alliées rebondissaient sans effet sur l'avant. Et le plus terrifiant de tout, le canon de 88 mm qui pouvait détruire n'importe quel char allié à des distances où les chars alliés ne pouvaient même pas endommager le Tigre. Les équipages de chars alliés étaient terrifiés par les Tigres. Un seul Tigre pouvait bloquer toute une colonne. Les Sherman américains, l'épine dorsale de l'armée de Patton, étaient surpassés en armement et en blindage. Il fallait généralement 4 ou 5 Sherman pour détruire un Tigre, et les Tigres tuaient habituellement 3 ou 4 Sherman avant de tomber. Les calculs étaient brutaux. Les Tigres gagnaient presque tous les engagements directs. La propagande allemande en avait fait des légendes. Les soldats alliés les appelaient « invincibles ». Mais les Tigres avaient des faiblesses que Patton comprenait mieux que la plupart des commandants alliés. Premièrement, ils étaient lents. La vitesse maximale sur route était peut-être de 40 km/h, et c'était optimiste. Hors route, ils étaient encore plus lents, ils ne pouvaient pas poursuivre efficacement un ennemi en retraite. Deuxièmement, ils n'étaient pas fiables mécaniquement. La transmission et le moteur complexe du Tigre tombaient constamment en panne. Pour chaque Tigre détruit au combat, un autre était abandonné en raison d'une défaillance mécanique. Troisièmement, ils étaient gourmands en carburant. Un Tigre consommait moins d'1 km par litre. En 1944, l'Allemagne manquait désespérément de carburant. Les Tigres pouvaient tomber en panne d'essence avant même d'atteindre le champ de bataille. Quatrièmement, et plus important encore, les Tigres se battaient mieux en position défensive. Cachés derrière des talus, tirant à longue portée, leurs avantages étaient écrasants. Mais lorsqu'ils étaient forcés de manœuvrer, d'attaquer ou de répondre à des situations en évolution rapide, leurs limitations devenaient critiques. Les Allemands savaient tout cela, mais en août 1944, ils étaient désespérés. La troisième armée de Patton avançait si vite que les défenses conventionnelles ne fonctionnaient pas. Ils avaient besoin de quelque chose qui pouvait arrêter l'armure américaine. Ils avaient même besoin de leur super-arme. Alors, ils engagèrent presque un bataillon complet de Tigres, 72 chars pour arrêter l'avancée de Patton. Cela aurait dû fonctionner. Cela aurait dû au moins le ralentir. Ce ne fut pas le cas. Alors que d'autres commandants alliés craignaient les Tigres, Patton avait développé des tactiques spécifiques pour les vaincre. Il avait étudié la doctrine allemande des chars de manière approfondie. Il savait que les Tigres étaient puissants mais inflexibles. Il savait qu'ils comptaient sur la puissance de feu à longue portée et le blindage lourd, et il avait compris comment neutraliser ces avantages. Les tactiques anti-Tigres de Patton se résumaient à 5 principes. Premièrement, ne jamais les combattre selon leurs conditions. Les Tigres voulaient des duels à longue portée où leurs canons et leur blindage supérieur dominaient, alors ne leur donnez pas ce combat. Utilisez le terrain, la fumée et les manœuvres pour réduire la distance ou attaquer sous des angles où leur blindage était plus faible.
Deuxièmement, utiliser les armes combinées. Les Tigres étaient presque invincibles contre d'autres chars, mais ils étaient vulnérables à l'artillerie, au soutien aérien et à l'infanterie avec des armes anti-chars. Coordonner tout en même temps, submergez-les de menaces provenant de plusieurs directions. Troisièmement, attaquer leurs lignes d'approvisionnement. Les Tigres avaient besoin de carburant et de munitions constants. Ils étaient en des cauchemars d'entretien. Trouver leurs dépôts d'approvisionnement, bombarder leurs convois de carburant, forcez-les à bouger et ils tomberont en panne d'eux-mêmes. Quatrièmement, ne jamais cesser de bouger. Les Tigres étaient des armes défensives. Si vous restiez au même endroit, ils vous trouveraient et vous détruiraient à distance. Mais si vous continuiez à avancer, si vous les déséquilibriez, si vous les forciez à se repositionner constamment, leur faiblesse mécanique ferait la moitié de votre travail pour vous. Cinquièmement, accepter les pertes. C'était la dure réalité que Patton comprenait et que d'autres ne comprenaient pas. Oui, combattre les Tigres coûterait des chars et des vies américains, mais essayer d'éviter les Tigres coûtait du temps, et le temps donnait aux Allemands la possibilité d'organiser de meilleures défenses. Mieux valait subir des pertes et continuer à avancer que de s'arrêter et laisser les Allemands se préparer. Patton inculquait ces principes à ses commandants sans relâche. Les commandants de chars n'étaient là pas autorisés à battre en retraite lorsqu'ils rencontraient des Tigres. Les officiers d'artillerie étaient formés pour répondre, en quelques minutes, aux observations de Tigres. Les pilotes de chasseurs-bombardiers recevaient la priorité pour les missions anti-chars. Le résultat était que la 3e armée de Patton ne combattait pas seulement les Tigres différemment des autres unités alliées, il les chassait. Fin août 1944, l'emplacement exact est moins important que ce qui s'est passé. Les services de renseignement allemands avaient identifié où les forces de Patton avanceraient. Ils positionnèrent leurs Tigres en position défensive le long des routes probables, cachés derrière des accidents de terrain, canons couvrant les zones ouvertes que l'armure américaine devrait traverser. C'était un déploiement défensif classique de l'armure lourde. Les chars américains devraient avancer à travers un terrain découvert. Les Tigres les détruiraient à longue portée. L'avancée s'arrêterait. Les Allemands auraient gagné du temps pour établir une ligne défensive appropriée. C'est ce qui aurait dû se passer. Au lieu de cela, les unités de reconnaissance de Patton repérèrent les Tigres avant l'arrivée de la force américaine principale. En quelques heures, Patton avait réorganisé son avancée. Plusieurs colonnes, différentes routes, mouvements constants. Lorsque les forces américaines rencontrèrent effectivement les Tigres, elles n'essayèrent pas de les combattre de front. Elles appelèrent l'artillerie. Des quantités massives d'artillerie. Pas pour détruire les Tigres. Le blindage était trop épais. Mais pour les supprimer, pour forcer les équipages à se calfeutrer, fermer les écoutilles, perdre la visibilité. Pendant que les Tigres étaient bombardés, les chasseurs de chars américains se déplaçaient vers des positions de flanc. Les chasseurs de chars étaient des plus rapides que les Sherman et Monten, des canons plus gros spécifiquement conçus pour tuer l'armure allemande, et n'essayaient pas de survivre à un combat direct. Ils essayaient d'obtenir des tirs latéraux où le blindage du Tigre était plus faible. Puis vinrent les chasseurs bombardiers. Patton avait organisé un soutien aérien rapproché continu. Des P-47 Thunderbolt transportant des roquettes et des bombes. Ils ne pouvaient pas toujours détruire les Tigres d'en haut, mais ils pouvaient endommager les chenilles, forcer les équipages à abandonner leur position et surtout ajouter au chaos et à la pression psychologique. Les équipages de Tigres allemands se trouvèrent attaqués de plusieurs directions simultanément. Artillerie d'un côté, chasseurs de chars manœuvrant sur les flancs, avions au-dessus. Et pendant tout ce temps, les Sherman américains continuaient d'avancer, ne s'arrêtant pas pour combattre, mais poussant vers des objectifs au-delà des positions des Tigres. C'était exactement ce que les Tigres ne pouvaient pas gérer. Ils étaient conçus pour des duels à longue portée, pas pour ce genre de menaces multiples coordonnées. Les premiers Tigres tombèrent non pas lors de duels de chars héroïques, mais à cause de vulnérabilités banales. Un Tigre perdit une chenille en essayant de se repositionner sous le feu de l'artillerie. Immobilisé, l'équipage l'abandonna avant même que les forces américaines ne l'atteignent. Un autre Tigre tomba en panne d'essence. Le convoi d'approvisionnement n'était pas arrivé.
Les chasseurs bombardiers de Patton l'avaient détruit 20 km en arrière. L'équipage essaya de le remorquer avec un autre tigre. Les deux tombèrent en panne, les deux furent abandonnés. 3 tigres furent détruits par des chasseurs de chars qui avaient tenté à contourner leur position pendant que les tigres engagèrent des Sherman sur leur front. Blindage latéral pénétré, munitions explosées, destruction catastrophique. 2 tigres furent touchés par des roquettes de P-47. L'un eut sa chenille détruite et fut abandonné. L'autre reçut une roquette à travers le pont moteur, déclenchant un incendie qui força l'équipage à sortir. Et voici la partie cruciale. Tout cela s'est passé en moins de 6 heures. Les commandants allemands avaient là positionné les tigres pour tenir pendant des jours. Ils tinrent des heures. Parce que Patton ne s'arrêta pas, il ne fit pas de pause pour se consolider après avoir rencontré des tigres. Il ne recula pas et ne planifia pas un assaut prudent. Il appela tout ce qu'il avait. Artillerie, soutien aérien, chasseurs de chars, et maintint sa force principale en progression. À la tombée de la nuit du premier jour, plus de 20 tigres étaient détruits ou abandonnés. Les équipages restants étaient ébranlés. Ils s'attendaient à dominer le champ de bataille. Au lieu de cela, ils étaient chassés de plusieurs directions par un ennemi qui ne s'arrêterait pas ou ne ralentirait pas. Les commandants de chars allemands envoyèrent des demandes désespérées de soutien d'infanterie, de couverture aérienne, de meilleures communications avec l'artillerie. Mais l'avancée de Patton avait perturbé le commandement et le contrôle allemand. Les demandes furent retardées ou restèrent sans réponse. Les tigres, qui étaient censés être la pièce maîtresse d'une défense coordonnée, menaient plutôt des batailles isolées, sans soutien. Le deuxième jour fut pire. Les forces américaines avaient appris où les tigres étaient positionnés. L'artillerie cibla ces positions avant l'aube. Les chasseurs de chars se déplacèrent vers des positions d'embuscade pendant la nuit. Lorsque les tigres essayèrent de se repositionner aux premières lueurs du jour, ils étaient déjà encadrés. Plus de tigres tombèrent en panne mécanique. Le mouvement constant, le stress sur les équipages, le manque d'installation d'entretien approprié. Tout cela fit des ravages. Les tigres qui auraient pu combattre efficacement depuis des positions préparées tombèrent en panne pendant le mouvement. À la fin du deuxième jour, les commandants allemands réalisèrent que le déploiement des tigres avait échoué. Non pas parce que les tigres étaient de mauvais chars, ils ne l'étaient pas, mais parce que les tactiques et le tempo de Patton avaient transformé leurs forces en handicap. Le troisième jour, les commandants allemands ordonnèrent aux tigres survivants de se retirer, mais les tigres en retraite faisaient face à tous les mêmes problèmes qui les avaient détruits au combat. Ils étaient lents, les forces américaines étaient plus rapides. Les tigres tentant de battre en retraite furent rattrapés par les chasseurs de chars poursuivants et détruits par l'arrière où leur blindage était le plus faible. Ils avaient besoin de carburant. Les lignes d'approvisionnement étaient perturbées. Certains tigres tombèrent en panne d'essence pendant la retraite et furent détruits par leurs propres équipages pour éviter la capture. Ils tombèrent en panne. Le stress mécanique du combat et du repositionnement rapide causait des défaillances de transmission, des problèmes de moteur, des ruptures de chenilles. Des tigres désactivés jonchèrent la route de retraite. Et pendant tout ce temps, les forces de Patton ne relâchèrent jamais la pression. L'artillerie américaine martela les routes de retraite. Les chasseurs bombardiers mitraillèrent bas les colonnes allemandes. Les chasseurs de chars harcelèrent les flancs de toute force allemande tentant d'établir une arrière-garde. C'était l'approche de Patton en action. Ne jamais laisser l'ennemi récupérer, ne jamais leur donner le temps de se regrouper, pousser constamment, maintenir la pression, rendre la retraite aussi coûteuse que la défense. Un officier allemand capturé pendant la bataille dit plus tard aux interrogateurs : « Nous nous attendions à une bataille. Ce que nous avons eu, c'est une poursuite. Vos forces ne se sont jamais arrêtées assez longtemps pour que nous puissions établir une position défensive. » C'était le génie de l'approche de Patton. Il comprenait que les tigres étaient plus dangereux lorsqu'ils étaient statiques et préparés. Alors, il s'assura qu'ils n'étaient jamais statiques, jamais préparés, toujours en réaction, toujours sous pression. Au moment où les tigres survivants réussirent à se retirer au-delà de la zone d'opérations immédiate de Patton, le décompte était dévastateur.
Sur les 72 tigres engagés pour arrêter l'avancée de Patton, moins de 10 étaient encore opérationnels. Les autres détruits au combat, abandonnés en raison de défaillances mécaniques, capturés par les forces américaines ou détruits par leurs propres équipages pour éviter la capture. La route devant la 3e armée de Patton était grande ouverte. La super-arme qui était censée l'arrêter ne l'avait même pas ralenti. Alors, qu'est-ce qui a mal tourné ? Comment l'arme la plus redoutée de l'Allemagne a-t-elle échoué si complètement ? La réponse révèle des vérités fondamentales sur la guerre qui vont au-delà de la Seconde Guerre mondiale. Une technologie supérieure ne garantit pas la victoire. Les Tigres étaient de meilleurs chars que les Sherman dans presque toutes les spécifications techniques. Mais la guerre n'est pas une compétition technique. C'est une question de système, de tactique et d'exécution. Les tactiques battent les spécifications. L'approche d'armes combinées de Patton, coordonnant chars, artillerie, soutien aérien et chasseurs de chars, submergea la supériorité individuelle du Tigre. Un Tigre était meilleur qu'un Sherman. Mais un Tigre ne pouvait pas gérer des menaces simultanées provenant de l'artillerie, des avions et de plusieurs unités terrestres. La vitesse et le tempo comptent plus que la puissance de feu. Les Tigres pouvaient se détruire plus de chars américains par engagement, mais les forces de Patton s'engageaient, se désengageaient et se déplaçaient si vite que les Tigres ne pouvaient pas exploiter leur avantage de puissance de feu de manière cohérente. La logistique détermine l'efficacité. Les Tigres avaient besoin de carburant, de munitions et d'entretien. L'avancée de Patton perturba les lignes d'approvisionnement allemandes si complètement que de nombreux Tigres devinrent inutiles, non pas parce qu'ils étaient détruits, mais parce qu'ils ne pouvaient pas être soutenus. Les facteurs moraux et psychologiques sont décisifs. Les équipages de Tigres entrèrent en bataille en s'attendant à dominer. Lorsqu'ils se retrouvèrent plutôt chassés, supprimés et détruits de manières auxquelles ils n'étaient pas préparés, leur efficacité chuta dramatiquement. Le problème fondamental était doctrinal. L'Allemagne avait conçu le Tigre pour des batailles défensives, tenir le terrain, couvrir les retraites, contre-attaquer pour restaurer les lignes défensives. Ils utilisèrent les Tigres exactement dans le rôle pour lequel ils avaient été conçus. Mais le tempo de Patton était si rapide que les batailles défensives ne se matérialisèrent jamais. Au moment où les Tigres étaient positionnés pour défendre, les forces américaines les avaient déjà dépassés ou les contournaient, ou appelaient des frappes aériennes. La bataille que les Allemands voulaient mener n'eut jamais lieu. C'est pourquoi Patton réussit là où d'autres commandants alliés luttaient contre les Tigres. D'autres commandants menaient la bataille pour laquelle les Tigres étaient conçus, des avancées méthodiques, des duels chars contre chars, des batailles rangées. Patton refusa de mener cette bataille. Il mena une bataille de mouvement, d'armes combinées et de pression implacable. Une bataille où les avantages du Tigre n'avaient pas d'importance et ses faiblesses devenaient fatales. Après la bataille, les officiers du renseignement américain interrogèrent les équipages de chars allemands capturés. Leurs évaluations étaient remarquablement cohérentes. Ils n'avaient pas été vaincus par de meilleurs chars. Les Sherman américains étaient toujours inférieurs en combat direct. Ils avaient été vaincus par de meilleures tactiques et une meilleure coordination. Un commandant de char allemand dit « Nous n'avons jamais combattu le même ennemi 2 fois. D'abord l'artillerie, puis les avions, puis les chasseurs de chars, puis l'infanterie. Et au moment où nous nous orientions vers une menace, 2 autres apparaissaient. Nous ne pouvions pas combattre efficacement lorsque tout se passait en même temps. C'était la doctrine de Patton, tout en même temps, tout le temps, sans jamais s'arrêter. La destruction du bataillon de Tigres eut des implications stratégiques au-delà de la simple défaite tactique. Le haut commandement allemand avait engagé sa meilleure armure pour arrêter Patton, et cela avait complètement échoué. Cela brisa toutes les illusions selon lesquelles les superarmes pouvaient compenser les avantages matériels et tactiques américains. Cela renforça également la réputation de Patton parmi les commandants allemands. Ils craignaient déjà sa vitesse et son agressivité. Maintenant, ils craignaient sa capacité à détruire leurs meilleures armes. Lorsque les services de renseignement allemands identifièrent les forces de Patton dans un secteur, les commandants savaient qu'ils ne pouvaient pas compter sur des positions défensives ou un équipement supérieur. Ils avaient besoin d'un nombre écrasant où ils devaient battre en retraite. Pour les forces américaines, la bataille prouva que les Tigres pouvaient être battus.
pas facilement, pas sans coup, mais de manière cohérente si vous utilisiez des tactiques appropriées et mainteniez un tempo agressif. Les équipages de tigres qui avaient été terrifiés par les tigres apprirent Nana qu'ils pouvaient gagner, pas grâce à de meilleurs chars. Le Sherman ne devint jamais l'égal du tigre, mais grâce à un meilleur déploiement, une meilleure coordination et un meilleur leadership. 72 tigres, la super arme de l'Allemagne, précipitée pour arrêter l'avancée de Patton. Moins de 10 survécurent, ce n'était pas un miracle, ce n'était pas de la chance. C'était le résultat de tactiques supérieures, d'une meilleure coordination et d'un commandant qui comprenait que la vitesse et la pression pouvaient vaincre une technologie supérieure. Les tigres échouèrent non pas parce qu'ils étaient de mauvais chars, c'étaient d'excellents chars. Ils échouèrent parce qu'ils furent utilisés dans une bataille pour laquelle ils n'étaient pas conçus contre un commandant qui refusait de combattre selon leurs conditions. La leçon de Patton est intemporelle. Face à un ennemi supérieur, ne le combattez pas là où il est fort. Changez la nature de la bataille, utilisez la vitesse, la coordination et une pression implacable pour créer des situations où leurs avantages n'ont pas d'importance. Les Allemands envoyèrent leurs meilleures armes pour arrêter Patton. Ce qu'ils découvrirent, c'est que les meilleures armes du monde n'ont pas d'importance si votre ennemi ne vous laisse pas les utiliser efficacement. La route devant était grande ouverte et Patton ne regarda jamais en arrière. Que pensez-vous qui a fait la différence ? Les tactiques américaines ou les erreurs allemandes ? Déposez vos réflexions dans les commentaires. Et si vous voulez plus d'histoire sur la façon dont les tactiques battent à la technologie, abonnez-vous maintenant. À la prochaine fois.